Et voilà donc la nouvelle application du CAMS. Donc, tout d'abord, on va se présenter un petit peu. Je pense que la plupart d'entre vous, je vous ai déjà rencontré. Il y en a quelques-uns que non. Donc, je m'appelle David Lévesque. Je suis développeur logiciel au CAMS depuis fin 2019. Et puis, je travaille aussi avec Karine Lacourse, ma collègue, qui travaille aussi au CAMS depuis plus longtemps que moi. En termes de répartition des responsabilités dans le projet, là, ce que j'aime à dire, c'est que moi, je développe l'application. Moi, je fais un peu le carré de sable. Puis Karine, c'est elle qui fait les châteaux dedans. Donc, vous allez comprendre un petit peu plus l'analogie plus tard dans la présentation. Mais donc, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit. Nos adresses courriel sont là. Ça nous fait un grand plaisir de vous répondre tout le temps. Donc, comme Nadia le mentionnait, notre application n'a pas encore de nom officiel. Donc, au fil des mois, on a eu plusieurs idées, plusieurs choses qui sont venues. Donc, à gauche, vous pouvez voir plusieurs suggestions qui ont été faites là, au fil des semaines, au fil des mois. À droite, on a mis un champ lexical de genre de termes que peut-être qui pourraient nous inspirer. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de nom encore. Donc, si vous avez des idées, si vous avez des suggestions, ça va nous faire un grand plaisir de les entendre. Donc, gardez ça en tête, ça peut être pendant la présentation, après n'importe quel moment, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Donc, première chose, un petit retour sur les applications du CIAMS. Donc, comme la plupart d'entre vous le savez, le CIAMS développe depuis environ 30 ans des applications. C'était mon prédécesseur, Gaétan Poirier, qui s'occupait de ça. Et puis, au fil des années, il a développé environ 27 applications Windows, plus une douzaine de feuilles Excel qui permettre de créer des statistiques automatiquement. C'est des outils qui ont été standardisés et qui ont été très utilisés par tous les chercheurs et aussi utilisés en clinique. C'est des applications aussi qui ont la réputation d'être simples d'utilisation. L'interface utilisateur là, qui est simple à utiliser. Je pense que c'est assez safe de dire à ce moment-ci que pas mal toutes les études qui ont sorti, qui ont été faites au CIAMS ont touché de près ou de loin à ces applications-là. Donc, c'était une grosse aide pour le centre de recherche d'avoir ces outils-là. Et puis, donc, on est dans cette continuité-là. On veut atteindre les mêmes objectifs et plus, comme je vais vous en parler dans un instant. Les applications, oui, parmi les applications les plus populaires, une que vous avez beaucoup utilisée, c'est Stelrap, maintenant rapport de sommeil. Le rapport de sommeil, c'est une application qui nous permet de sortir des analyses sur l'hypnogramme d'un enregistrement, mais aussi sur les événements qui ont été scorés par un technicien. Donc, on a un paquet de statistiques qui peut sortir à partir de cette application-là. C'est une grosse application, elle est super beaucoup utilisée, autant à la recherche qu'à la clinique. Donc, c'est pas mal l'application la plus importante qu'on a au CIAMS et qu'on est en train d'intégrer dans la nouvelle plateforme. Je vais vous faire une petite démonstration tantôt à quoi ça ressemble. Autre type d'application qu'on a aussi au CIAMS, c'est l'analyse spectrale. Donc, l'analyse spectrale là, qui est faite au niveau des cycles de sommeil, l'analyse spectrale qui est faite au niveau des stades de sommeil. Donc, encore une fois, beaucoup d'analyses qui sont faites avec cette application-là. On a aussi des applications de détection, comme les détections de fuseaux qui sont utilisées. Donc, ça fait une détection automatique des fuseaux. C'est paramétrable et plusieurs paramètres qu'on peut changer. Donc, au fil des années, Gaétan nous avait donné un paquet d'outils comme ça qui ont été extrêmement utilisés. Et puis, donc, c'est ça. Maintenant, par contre, on a un défi, une problématique, c'est que ces applications-là utilisent une technologie qui est vieillissante. C'est un peu technique, mais la librairie derrière ça, qui fait l'interface utilisateur, c'est la librairie qui s'appelle MFC. MFC, ça veut dire Microsoft Foundation Class. Et puis, comme vous pouvez voir, ça, c'est un texte qui provient de Microsoft. En 2015, ce qui nous disait Microsoft, c'est que, écoutez, on va faire aucun nouvel investissement dans cette librairie-là. Par contre, on va continuer à la supporter pendant longtemps. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, il n'y a rien de nouveau. Donc, ça, c'est en 2015, puis je confirme qu'en 2022, aujourd'hui, il n'y a rien eu de nouveau dans MFC depuis 2015. Mais aussi, je peux confirmer que c'est encore supporté. Ce que ça veut dire, c'est que les applications présentement que vous utilisez du CIAMS, rapport de sommeil, analyse spectrale, etc., vont continuer à fonctionner. Puis ça fonctionne d'ailleurs sur Windows 11 et ça va continuer à fonctionner comme ça pour encore un bout de temps.
Mais le problème qu'on a, à nous autres, c'est que, un, c'est disponible seulement sur Windows, c'est pas compatible avec Mac et avec Linux, puis on commence à avoir beaucoup de demandes à ce niveau-là. Et aussi, c'est du développement qui est un peu plus ardu par, un, son langage de programmation, qui est le C++, et par la librairie visuelle, là, MFC. Donc, un de nos buts, c'était de moderniser la nouvelle application du CAMS pour pallier là, bon, à ce problème-là. Une autre situation dans laquelle on se trouve aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'autres outils qui ont été développés en parallèle au fil du temps par les différentes équipes de chercheurs. Soit que c'était fait par les équipes de chercheurs, soit que c'était fait par leurs étudiants lors de leur maîtrise ou leur doctorat, soit c'était fait par des collaborateurs externes puis qui vous ont envoyé des fichiers, puis vous avez sur votre ordinateur des fichiers MATLAB, Python, des scripts R peut-être aussi. Comme par exemple, pour le laboratoire Carrier-Lina, Jean-Marc en particulier, avec aussi quelques autres personnes, là, ont développé une série d'applications de scripts MATLAB pour faire un paquet d'affaires, dont les fameux, ce qu'on entend beaucoup parler ces temps-ci, par exemple, c'est les switchers, les ondes lentes switchers. Donc, ils ont fait des scripts MATLAB pour faire l'identification des ondes lentes. Et aussi, bon, au niveau de on a de la connectivité, on a de la localisation, de la synchronisation, du couplage, on a du scoring semi-automatique pour les souris ici. Donc, un paquet de petits outils comme ça qui ont été faits en parallèle de tout ça. Il y a aussi l'équipe du labo Warby, principalement conçue par ma collègue Karine, qui ont fait la conception, mais aussi l'implémentation de plusieurs algorithmes, comme par exemple les algorithmes ici de détection des fuseaux. Karine elle a publié d'ailleurs il y a quelques années une étude là, sur un comparatif entre les différents détecteurs. On a des pipelines de détection d'artefacts. Donc, finalement, on a beaucoup de scripts qui se retrouvent un peu partout. Il n'y a rien de centralisé, puis c'est une des choses qu'on voulait aborder, parce qu'un problème qu'on a, entre autres, c'est lorsque tu as besoin de répliquer une étude, puis tu me demandes, OK, peux-tu me donner tes fichiers? Lequel fichier exactement tu voulais? Comment s'organiser? Des fois, c'est un peu pêle-mêle. Nous autres, ce qu'on veut, c'est donner une plateforme qui va nous permettre de réorganiser de façon un peu plus organiser ces nouvelles fonctionnalités-là pour que ce soit facile à utiliser. Donc, ça fait partie de nos objectifs. Donc, une des façons qu'on va faire, je vais vous montrer plus tôt, là, ça va être de découper les fonctionnalités en modules et qui va créer des modules qui vont être réutilisables au travers de notre application. L'autre problématique qu'on va attaquer, c'est la collaboration et la distribution du code. Souvent, ce qui arrive, vous le savez, vous avez besoin, quelqu'un fait une recherche, vous voulez utiliser son code, puis il vous arrive avec un beau package de scripts Python, MATLAB, et puis ils ne sont pas nécessairement standardisés, il faut prendre le temps de comprendre comment ça fonctionne, il faut faire des installations supplémentaires, on s'en va sur GitHub prendre un projet, tout ça, c'est un peu mélangeant. Puis tout le monde vient un peu avec son paquet d'outils qui sont toutes super pratiques, mais ne sont pas nécessairement faciles à utiliser. Donc, c'est une autre problématique qu'on voulait attaquer avec le projet. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou des commentaires. Il n'y a pas de problème. OK. Donc, en résumé, notre nouvelle application, ce qu'elle vise à faire, c'est, de migrer les fonctionnalités des applications du CIAM, ce qu'on avait auparavant, vers la nouvelle plateforme. Donc, première chose. Deuxième chose, d'intégrer les outils qui ont été développés en parallèle dans les différents laboratoires pour permettre à tout le monde de les utiliser. Troisième chose, assurer la pérennité de ces outils-là. Il y a plusieurs recherches qui sont faites, par exemple, par les étudiants en maîtrise, au baccalauréat ou au doctorat. Ils développent des scripts pour faire leur recherche, leur étude, mais une fois que le doctorat est terminé, ces scripts-là finissent par se retrouver un peu n'importe où, puis c'est difficile de les réutiliser. Donc, ce qui serait intéressant, c'est d'être capable d'avoir quelque chose pour facilement réutiliser tous les nouveaux développements qu'on va faire dans le centre de recherche. Et puis, finalement, quatrième point, c'est améliorer la distribution
de nos méthodes d'analyse et ainsi la collaboration entre les différents chercheurs. Fait qu'on va voir au cours de la présentation comment tous ces points-là sont abordés. Donc, au niveau de la migration des applications du CAMS, présentement, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Un gros morceau qui a été fait au tout début, c'était la lecture des fichiers EDF, Nexus et Harmony. Auparavant, c'était seulement possible de lire les fichiers Nexus et Harmony sous Windows. Maintenant, avec notre nouvelle librairie, on peut lire ces fichiers-là sous Windows, Mac, mais aussi Linux. Donc, vous pouvez vous promener avec vos fichiers STS, les donner à quelqu'un qui a un Mac, il va être capable de faire les analyses avec, il n'y aura pas de problème. Un autre module qui a été fait, c'est le découpage des cycles, qui est utilisé pas mal partout. C'est beaucoup utilisé dans le rapport de sommeil, c'est utilisé dans l'analyse spectrale. À chaque fois qu'on veut faire une analyse sur des cycles de sommeil, on va utiliser ce module-là. Donc, ce module-là, il a été intégré dans la nouvelle application. Détecteur de fuseaux, c'est en place. Le rapport de sommeil détaillé, donc le fichier CSV du rapport de sommeil, je vais vous le montrer plus tard, là, il est en place aussi. Rejet d'artefacts que Karine va vous montrer tantôt. L'extraction des sommeils. En cours, on a encore beaucoup de choses à faire, évidemment. Au niveau du rapport de sommeil, ce qui reste à faire, c'est le rapport de lien temporel puis le rapport d'événement. Donc, l'interface utilisateur est en place, mais la mécanique derrière reste à être implémentée. Il y a d'autres détecteurs de fuseaux qu'on veut implémenter. Il y a l'analyse spectrale qu'on veut terminer, l'analyse du RAM, puis aussi un logiciel sur lequel travaille, pas un logiciel, mais un outil sur lequel commencer à travailler Karine là, pour l'uniformisation des cohortes. Donc, tout ça, c'est des chantiers qui sont en cours. Dans le futur, il va en avoir plein. Ça, c'est une liste qui est non exhaustive, mais de la connectivité, du couplage, intelligence numérique, apprentissage machine, intelligence artificielle, etc. Détecteur, donc land, on veut en rajouter, localisation de source aussi. Donc, il y a plusieurs choses qui s'en viennent dans le futur qu'on va être capable d'intégrer à notre nouvelle application. Donc, sans plus tarder, voici notre nouvelle application du CAMS. Là, en ce moment, son nom de code, le nom de projet qu'on utilise jusqu'à présent, c'est SciNode. SciNode, on va le réutiliser le terme dans le cours de la présentation, mais c'est un nom qui est temporaire. Sci pour science, Node, c'est des nœuds. Vous allez comprendre le concept de nœud un peu plus tard, là. Donc, c'est tout. Donc, c'est une seule application qui est modulaire et extensible. Elle est multiplateforme, fonctionne sous Windows, Mac et Linux. Et un des gros avantages qu'on a, c'est qu'on utilise le langage de programmation Python. Python, c'est un langage qui est open source et qui vient avec une tonne de librairies qui sont utilisées au travers la communauté scientifique là, internationale. Donc, ça nous sauve beaucoup de temps, donc, parce que ça nous permet d'utiliser des librairies qui ont été testées abondamment par un paquet d'experts, un paquet d'entreprises partout sur la planète. Donc, un gros avantage en termes de productivité d'utiliser ce langage de programmation-là. C'est une application qui est open access. Open access, ce que ça veut dire, c'est qu'au minimum, on va être capable de la distribuer gratuitement, donc de vous lui donner accès. Et dans le futur, ce qu'on voudrait, c'est qu'elle soit aussi open source. Donc, open source, ce que ça veut dire, c'est que l'application, oui, elle est disponible, mais son code source aussi est disponible, ce qui permet à d'autres équipes, à d'autres développeurs de participer au projet et de l'améliorer avec nous autres. Donc, ça devient un projet collaboratif entre plusieurs équipes. Mais pour l'instant, première étape, open access. Après ça, il y a plusieurs choses qu'il faut qu'on mette en place là, pour l'open source. On n'est pas encore rendu là, mais on aimerait ça se rendre à ce niveau-là. Donc, je vais vous faire la petite démonstration maintenant. OK, ça ne sera pas très long, comme ceci. OK, donc ça, je vais fermer ça. Donc, la voici, notre application du CAMS. Donc, lorsqu'on ouvre l'application, écrire un peu le contenu. En haut, on a un menu, comme vous êtes habitué de voir dans toutes les applications. À gauche, on a 3 boutons de navigation. Le premier, ça correspond à l'accueil. Donc, on ouvre l'application, c'est ça qu'on voit en premier. On a un lien pour la documentation, Getting Started. Qu'est-ce qu'on fait en premier? On clique là-dessus, on va être redirigé vers la documentation en ligne pour savoir comment l'application fonctionne. On a les fichiers récemment qu'on a utilisés récemment et les outils qu'on a aussi utilisés récemment. À droite, ce que vous voyez ici, c'est un lien vers le site web du CAMS. Donc, c'est pour vous montrer qu'on est capable d'inclure directement à même la page d'accueil une page web. Là, présentement, c'est le site web du CAMS, on peut voir les nouvelles du CAMS en un coup d'œil. Dans le futur, cette page-là pourrait être vraiment plus spécifique à l'application
et à certaines choses qu'on veut transmettre à la communauté au travers de notre application, comme par exemple, on pourrait avoir, ben, c'est quoi les derniers changements d'application. Un autre exemple qu'on pourrait faire qui pourrait être intéressant, ben, un calendrier des conférences du CEAMS qu'on pourrait avoir là-dessus. Donc, tu ouvres ton application, tu fais ton analyse, puis ça te permet d'avoir un petit coup d'œil sur ta communauté de chercheurs rapidement. Fait qu'on se garde un lien avec ça. Donc, mise en situation, ce que je vous montrer en premier, c'est le premier outil. Donc, les applications, on appelle ça des outils. Et puis, pour utiliser un outil, on va dedans le menu outils. Donc, on fait ouvrir un outil. Et puis là, on a une série d'outils qui sont classés par catégorie. Dans le futur, on en a beaucoup plus que ça. On en a quelques-uns, mais il faut s'attendre que dans le futur, on en aura beaucoup plus. Un jour, lorsqu'on en aura beaucoup, on va avoir une plus belle page de présentation pour démontrer les outils. Pour l'instant, c'est un menu. Donc, ça fait la job en ce moment, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, le premier outil que je vais vous montrer, c'est les morceaux de sommeil, les sleep baths. Donc, tous les outils fonctionnent de la même façon. Lorsqu'on part un outil, à la gauche, ce que vous avez, c'est les étapes de l'outil. Donc, c'est un système d'étape par étape. On suit les étapes. Les étapes permettent de faire notre configuration, notre paramétrage. Puis lorsqu'on a fini les étapes, on pèse sur le bouton Run à la fin. Ça l'exécute. Et puis, après ça, on peut passer à notre prochaine tâche. Donc, pour la première chose qui va apparaître lorsqu'on ouvre un outil, c'est une page qui documente ce que fait l'outil. Dans le cas des morceaux de sommeil, des sleep baths, ça nous explique que bon, c'est quoi les morceaux de sommeil. C'est une période continue de N2, N3. Il y a un petit schéma en bas qui nous indique à quoi ça ressemble. Ça peut être des périodes continues de N2, N3, REM et de REM seulement. Et puis, on va sortir un paquet de statistiques basées là-dessus. Donc, première étape, on regarde l'outil à quoi il sert. Il y a une description, parfait, on sait à quoi ça sert, excellent. Maintenant, on va à la prochaine étape. Pour aller à la prochaine étape, on peut soit peser sur le bouton Next ici ou directement sur la prochaine étape ici. Donc, on pèse sur le Next. Parenthèse, on peut sauter d'une étape à l'autre. On peut skipper une étape si on veut, dépendamment de l'outil, il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, on est rendu à la première étape, c'est la sélection des fichiers, fichier PSG ici. On va rajouter un nouveau PSG, on va aller le chercher dans les données. C'est un fichier Harmony qu'on veut utiliser, celui-là comme ça ici. Et puis là, je vous fais remarquer qu'on est sur Linux puis qu'on a un fichier Harmony, donc chose qui n'était pas possible auparavant. Donc, on a notre fichier qui était ouvert ici, on a des informations sur le fichier en bas, parfait, on est content, on pèse sur le bouton Next, on tombe à la prochaine étape. Dans le cas de l'analyse des morceaux de sommeil, il n'y a pas grand-chose de paramétrage. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de sélectionner le fichier en sortie. Donc là, on va en prendre un autre qu'on va mettre ici, puis on va l'appeler sleepout.csv. On va sauvegarder comme ça. Puis on va lui dire qu'on veut avoir les valeurs en secondes et non pas en époque. On est satisfait. On pèse sur le bouton Run. Ce qui va arriver, une fois que ça va être complété, on va avoir un petit message qui nous dit comme quoi que c'est complété. Et on a le répertoire de sortie qui est affiché ici. Le répertoire de sortie qui contient notre fichier qui a été créé lors de l'analyse. Donc, je pourrais double-cliquer dessus, par exemple, pour l'ouvrir. C'est un fichier CSV, donc un fichier tabulaire qu'on peut lire dans un logiciel comme Excel. Moi, je vais ouvrir la version Excel de Linux, puis on peut voir qu'effectivement, on a effectué l'analyse par morceau de sommeil de notre fichier. Donc, je ne vais pas aller dans le détail dans toutes ces statistiques-là, mais bon, c'est un paquet de statistiques qui ont été sorties pour les morceaux de sommeil. Donc, on va le faire. Donc, ça, c'est un premier outil qu'on a présentement. Deuxième outil que je voulais vous montrer ce matin, c'était le rapport de sommeil. Donc, comme je vous ai dit tantôt, le rapport de sommeil, c'est une application qui est utilisée continuellement par le centre de recherche. C'est super utilisé. C'est même utilisé en clinique pour faire l'aide au diagnostic. C'est une application qui est super importante. Donc, on est en train de l'intégrer tranquillement, mais sûrement, à cette nouvelle application-là. Donc, ceux qui sont habitués d'utiliser cette application-là vont reconnaître plusieurs interfaces. Donc, en premier lieu, on affiche la documentation. En ce moment, il n'y en a pas, donc c'est une page vide. Bientôt, il va en avoir une, c'est en développement. Et puis, comment qu'on fonctionne? C'est encore un système étape par étape, c'est toujours la même chose. Sauf que l'une des différences ici, c'est qu'on a certains settings, certains paramétrages pour notre outil en question. Donc, un des paramétrages qu'on a, par exemple, paramétrage commun, c'est le découpage des cycles. C'est à cet endroit-là qu'on va déterminer c'est quoi le type de découpage qu'on veut, critères minimum, Feinberg, hatchback, etc. Donc, on va regarder en critères minimum dans ce cas-ci. Ensuite, on va à la prochaine étape qui est les fichiers d'entrée. Donc,
comment ça fonctionne. Il y a un petit bouton à rajouter ici. On va aller chercher notre fichier. Et ici, comme ça. Et puis là, première étape, bon, ben, on peut changer l'identification de cette personne-là, de ce fichier-là. On peut anonymiser l'information. On peut changer la date de naissance. Si on clique sur le petit bouton, on va avoir un petit calendrier qui nous permet de changer la date. On peut changer l'âge. On peut changer toutes les informations qui ont rapport avec ce fichier-là, cet enregistrement-là. Et lorsqu'on va générer le rapport de sommeil à la fin, ça va les réutiliser dans le rapport. Donc, deuxième étape, next, une fois qu'on est content de tout ça, on s'en va au prochain. Et puis là, on a le rapport d'événement. Donc, je ne vais pas aller trop dans le détail au niveau du rapport d'événement parce que le but, ce n'est pas de vous expliquer le rapport de sommeil, mais pour ceux qui l'utilisent, je vais juste vous montrer quelques fonctionnalités. Là. Donc, le rapport d'événement, on choisit le fichier. Et puis ensuite, on peut... ce que vous voyez, c'est les groupes d'événements qui sont associés à ce qui sont inclus dans le fichier. Quand on ouvre la petite flèche, on a les événements en tant que tels. Donc, les groupes d'événements, les événements, et puis on peut même descendre un peu plus bas, souvent pour avoir le canal utilisé. Sur lequel canal est-ce qu'on peut voir l'événement? Donc, on peut générer un rapport d'événements, soit sur le groupe, soit sur l'événement, ou soit sur un canal en particulier. Donc, par exemple, je vais prendre des textes fuseaux ici. On va générer on va lui demander de faire un nouveau rapport. Les rapports que vous voyez ici, ce n'est pas ceux que vous êtes habitués de voir, sont en placeholder. Ceux que vous êtes habitués de voir, ils vont venir prochainement. Ça s'en vient, donc on peut le rajouter. Dans le fond, grosso modo, ce que ça fait, ce rapport-là, c'est que ça définit des critères de sélection pour les événements. Donc, je peux les modifier là, pour vous montrer. Donc, ce que ça dit, c'est fais-moi un rapport sur l'événement Détect Fuseau, sur le groupe d'événements Détect Fuseau, et prends seulement les événements qui correspondent à ces critères-là. Donc, premier critère, critère de durée. Donc, tous les événements qui sont, par exemple, entre 2 et 7 secondes vont être acceptés et les autres vont être rejetés autour. Donc, si c'est plus bas, ça va être rejeté. Si c'est plus haut, ça va être rejeté. Et on a comme ça plusieurs autres critères de sélection. Donc, on va dire que c'est correct. On va en faire un pour ça. On va faire un autre rapport, par exemple, pour les détections d'ondes lentes. On pourrait faire des rapports aussi pour les événements respiratoires. Ici, donc on rajoute un nouveau rapport pour les événements respiratoires. L'autre fonctionnalité qu'on a aussi, c'est la possibilité de combiner des événements. Donc, on peut aller sur Combiner événements et puis on a la liste des événements ici, la liste des groupes d'événements, ainsi que la liste des événements à l'intérieur. On peut décider de combiner, par exemple, certains événements parce qu'on veut faire une analyse qui regroupe ces événements ensemble. Par exemple, on préfère les ronflements et les événements respiratoires. Pour une raison X, on considère que c'est du pareil au même, si on veut, dans le contexte d'une analyse. Et puis, on lui donne un nouveau nom, tout simplement, quelque chose de super original, mon nouveau groupe. On clique dessus, il apparaît en bas ici, puis on peut voir que tous les événements sont regroupés là-dessus. Maintenant, je peux cliquer là-dessus, lui demander de nous faire un rapport, je vais en choisir un, peu importe lequel. Et le logiciel va nous faire un rapport pour ce nouveau groupe d'événements. Donc, ça, c'est pour le rapport d'événements. Puis, encore une fois, on a du paramétrage qui sont spécifiques à cette étape-là, au rapport d'événements, qui sont disponibles en bas ici. Troisième étape, on fait Next, c'est les rapports de lien temporel. Donc, rapport de lien temporel prend l'information qu'on a rentrée dans l'étape précédente au niveau du rapport d'événements pour nous suggérer des paires de rapports d'événements. Et ce que ça va faire, dans le fond, grosso modo, encore, les liens temporels, c'est que ça va prendre deux séries d'événements, puis ça va regarder c'est quoi le lien temporel entre les deux séries d'événements. Okay? Donc, on pourrait sélectionner ici, comme ça, ceux qui nous intéressent à regarder. On décide du format en sortie, format HTML, format CSV. Donc, il y avait la même chose dans le rapport précédent. On avait aussi HTML, CSV ici. Et on s'en va comme ça ici, comme ça. Dernière étape, il y a un bouton pour... Oui? Juste une petite question pour le paramétrage. Est-ce qu'on ça va se garder en mémoire, ce qu'on va avoir déjà fait? Parce que généralement, quand on fait les rapports de sommeil, j'imagine qu'on fait tout le temps un peu la même chose. Oui.
Exactement. Donc, on peut sauvegarder, lorsqu'on fait un Save To, ça nous permet de sauvegarder toute notre configuration qu'on a utilisée. Donc, par après, en utilisant Load Tool, ben, vous pouvez récupérer tout ce que vous avez fait et puis vous pouvez avoir plusieurs paramétrages différents. Vous pouvez avoir un fichier qui représente une tâche que vous faites d'habitude avec le rapport sommeil, un autre fichier qui représente une deuxième tâche que vous faites d'habitude avec des configurations différentes. Donc, ça va fonctionner avec cet outil-là, avec ce menu-là ici. Donc, ici, le répertoire de sortie, on va le changer pour mettre le répertoire ici, donc comme ça. Et on va appliquer le même préfixe à tous nos rapports. Donc, dans ce cas-ci, c'est mon rapport, my report. On est satisfait, ça fonctionne bien, tout est configuré correctement. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est appuyer sur Run. Ça l'exécute, ça nous dit « Ah, parfait, j'ai terminé mon analyse. » Le répertoire est ouvert automatiquement et on a le rapport détaillé. Là, en ce moment, comme je vous ai dit, le rapport d'événement n'est pas fait. Le rapport non plus de lien temporel n'est pas encore terminé. Donc, ce que vous avez, c'est le rapport détaillé. Le rapport détaillé, encore une fois, c'est un fichier CSV, TSV pour être plus précis. On va l'ouvrir. Et David? puis, oui. Ben, tu peux terminer, mais il y a une question dans le chat. OK, parfait. Donc, le rapport de clinique, le rapport détaillé, rapport de sommeil, c'est environ 300 statistiques qui sont calculées sur la nuit de sommeil, basées sur, les stades de sommeil, mais aussi basées sur le découpage des cycles. Donc, encore une fois, je ne vais pas y aller en détail, mais comme vous pouvez voir, c'est un gros paquet de statistiques qu'on a. Et c'est le genre de fichier qu'on génère pour à chaque fois qu'on a un enregistrement, on va générer ce fichier-là qu'on va réutiliser après ça dans des études pour faire des statistiques. La question, c'était quoi? Puis là, c'est drôle parce que je suis sûre qu'on s'est posé cette question-là, puis je ne me souviens plus de la réponse, là, mais est-ce qu'on peut encore séparer les stades 3 et 4? Non, pas présentement. Pas présentement. En ce moment, c'est les règles qui sont implémentées, c'est les règles de l'ASM. Donc, c'est les nouvelles règles. Donc, pour les anciens fichiers, soit qu'on va traduire, on fait la conversion, ou bien, ben là, on va voir, là, c'est toujours une question de priorité. Si on a une grosse cohorte à passer et puis qu'on veut absolument de le faire avec notre nouvelle application, on va implémenter cette nouvelle fonctionnalité-là. Mais ce qu'on avait décidé, c'est que pour l'instant, on y va avec l'ASM. Et puis, si on a besoin de faire le rapport de sommeil sur les anciens enregistrements, on va simplement utiliser l'ancienne application qui fonctionne encore et qui va continuer à fonctionner. Parfait. Puis, il y a une question, c'est est-ce qu'on a gardé la même terminologie pour les colonnes? Puis, je dois dire que, avant qu'on réponde, là, on s'est posé la question de savoir si on faisait l'application bilingue ou en anglais. Puis là aussi, on a priorisé. On aimait mieux avancer plus rapidement dans les outils qu'on mettait en place, puis les faire seulement en anglais. Puis on va voir dans le futur si on a vraiment une demande pour que ce soit en français. Puis là, après, pour la terminologie, peut-être que je peux te laisser répondre, David. Ouais. Donc, exactement. Donc, conséquemment, puisqu'on fait l'application en anglais puis qu'on sait qu'on va être utilisé par des collaborateurs un peu partout à l'international, le nom des colonnes aussi a changé. Donc, on a normalisé le nom des colonnes et puis maintenant, c'est tous des termes en anglais. On a un fichier qu'on va rentrer dans la documentation qui fait le mapping entre les anciennes colonnes qu'on utilisait et les nouvelles maintenant. Donc, si vous êtes habitué d'avoir une colonne XY, bien, vous allez savoir exactement à quoi ça correspond aujourd'hui. Donc, le mapping est disponible entre les deux. Donc, juste une petite seconde, ce ne sera pas long. OK. Je vais partir. Donc, maintenant, excusez-moi, on va retourner là. On va retourner là. Et puis, ouais, on est là. OK, parfait. Excusez-moi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vous ai montré ces deux-là. Je vais passer la parole à Karine qui va vous montrer le détecteur d'artefacts. Donc, je vais fermer ça et à toi, Karine. Karine, on ne t'entend pas. Je ne sais pas si tu parles, mais on ne t'entend pas. Oui, est-ce que là, vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. Ici, oui. Donc, je vais juste ça.
partir ici. Là, je ne vous vois plus pour l'exemple. Ça sera pas long, je vais juste essayer de citer. Bon, est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. Oui. Donc, je vais poursuivre avec le rejet d'artefacts comme David a introduit. Donc, initialement, le rejet d'artefacts était inclus dans l'outil compilation de l'activité spectrale de Gaëtan parce qu'il était exclusivement basé sur l'analyse spectrale de votre étude. Donc, j'ai mis à droite les options, les paramètres que vous étiez habitués de voir dans l'outil de Gaëtan. Donc, je vais transposer ces paramètres-là dans un petit schéma bloc pour vous expliquer c'était quoi en fait le rejet d'artefacts qui était fait. Ça va être utile de comprendre ça parce que c'est ça qu'on a intégré dans Sinote, sauf l'application de CM, sauf qu'on a modifié certains paramètres, puis on l'a répliqué pour avoir plus de détecteurs. Donc, ce schéma bloc-là provient de l'étude de Brunner, qui est mentionnée justement dans l'outil de Gaëtan. Ce qu'on fait, c'est qu'on filtrait entre 0.3 et 30 Hz, on rééchantillonnait à 64 Hz, on appliquait l'analyse spectrale. J'ai écrit ici STFT pour Short Term Fourier Transform. C'est juste pour indiquer que l'analyse spectrale est faite sur des fenêtres glissantes. Dans le cas de Brunner, on utilisait des fenêtres de 4 secondes avec des sauts de 4 secondes entre chacune des fenêtres. Puis, on regardait la puissance spectrale entre 26.25 et 32 Hz. Puis, si cette puissance spectrale de la fenêtre évaluée de 4 secondes était 4 fois plus élevée que la ligne de base, c'est-à-dire 3 minutes autour de la fenêtre que vous évaluez, il y avait un artefact musculaire. Comme vous connaissez les enregistrements polysomnographiques, vous avez sûrement rendu compte qu'il existe beaucoup plus d'artefacts que seulement l'artefact musculaire. J'en ai listé ici quelques-unes. Il y a la ligne plate que je n'ai pas encore vue dans les enregistrements de séance, mais que j'ai vue ailleurs, qui serait une ligne sans activité cérébrale ou avec très, très, très peu d'activité cérébrale. Il y a des bouffées d'activité haute fréquence, comme les pointes. Il y a du bruit qui persiste. Ça peut être de la contamination d'Hydro-Québec, ça peut être juste du bruit haute fréquence, un signal plus bruité pendant une longue période, qui est comme pas une bouffée d'activité, qui ne peut pas être synchronisé, oui ou non, avec l'activité musculaire enregistrée sur l'EMG. Puis, il y a des artefacts de respiration ou oculaire qui vont plus se manifester comme une variation de ligne de base. Donc, dans le but d'essayer d'améliorer le rejet d'artefacts dans Sinote, on a décidé d'ajouter plusieurs détecteurs d'artefacts, essayer d'aller chercher ces différents types d'artefacts. Mais ils sont tous basés un peu sur la stratégie de Brunner. Donc, c'est tous des détecteurs basés sur une transformée de Fourier. On a juste adapté les fenêtres, les longueurs de fenêtres et les sauts entre chacune des fenêtres, dépendamment de l'artefact. Et les bandes de fréquence qu'on va analyser, au lieu d'être 26.25 Hz à 32 Hz, on va aller chercher des bandes de fréquence associées à l'artefact qu'on essaie de retirer. Donc, le but aujourd'hui, ce n'est pas de faire une présentation méthodologique. Je veux juste vous présenter les disponibilités, les options qu'ils vont avoir dans la nouvelle application. Ici, j'ai listé les détecteurs en anglais parce que pour l'instant, ils vont être listés en anglais dans notre application, mais en fait, c'est ce que je vous avais déjà présenté, la ligne plate, les activités, les bouffées d'activité haute fréquence, du bruit qui persiste, la contamination 60 ou 50 Hz que vous allez pouvoir sélectionner dépendant de vos enregistrements, et la variation de modulation. En plus, on a continué d'utiliser Brunner pour la détection des artefacts musculaires. Sauf que maintenant, au lieu de détecter Brunner à tous les 4 secondes, on le détecte maintenant à toutes les 2 secondes. Donc, on a augmenté la résolution temporelle. Puis, on essaie d'augmenter sa sensibilité en ayant la possibilité d'utiliser le canal EMG. Donc, je vous rapporte ici dans la ligne encadrée. Avant, pour détecter un artefact musculaire, il fallait que l'activité EEG, dans la bande spectrale de Brunner, soit 5 fois, c'est 4 fois plus élevé que le niveau de base. Avec Sinote, vu qu'on a beaucoup de détecteurs, puis que notre artefact,
détecteur d'artefacts musculaires se retrouve à la fin, une fois que toutes nos autres détections ont été faites, la ligne de base se retrouve plus propre. C'est-à-dire qu'on va calculer nos statistiques sur une ligne de base qui n'a pas eu de détection préalable. Donc, grâce à ça, il a fallu qu'on allège nos seuils, sinon on avait trop de détections. Donc, un peu comme le même principe qu'avant, si l'activité alentour de 30 Hz est 6,5 fois supérieure à notre niveau de base, on a une détection d'artefacts musculaires. Mais aussi, on a décidé de rendre plus sensible le détecteur en ajoutant aussi, si l'activité, la bouffée d'activité 30 Hz sur le G n'est pas 6,5 fois le niveau de base, mais est au moins 5 fois le niveau de base, et qu'en même temps, on voit la même bouffée d'activité présente aussi sur le MG, qui serait 4 fois supérieure, on a aussi un artefact. Donc, ça nous permet de détecter les artefacts musculaires qui sont de moins grande ampleur, mais qui sont visibles aussi sur le MG. Donc, ça nous donne un indice fort probablement que c'est une activité musculaire si la bouffée d'activité musculaire est aussi visible sur le MG. Donc, je vais vous montrer quelques pages pour vous montrer que Brunner n'était pas toujours adapté pour tous les types d'artefacts. Donc, ici, c'est une page de 30 secondes. On voit à gauche le nom des électrodes. On voit que sur C3, il y a une grande variation de lignes de base. Peut-être que c'est dû un peu à la respiration. Ceci dit, Brunner a juste détecté cette section-là parce que ça a donné qu'ici, il y avait probablement de la fréquence autour de 37, 26 à 34, 32 Hz, ce qui n'est pas représentatif. Puis, maintenant, Synode, avec son détecteur de variation de ligne de base, bien, il va aller chercher toute la variation. En fait, on ne le voit pas, mais la détection, elle arrive juste, elle termine juste un peu plus tard au moment où la ligne de base redomine. Ici, c'est un deuxième exemple où on voit sur F3 et C3 qu'il y a du bruit qui persiste, mais ce n'est pas net, ce n'est pas des bouffées, probablement pas dans 30 Hz, puis on ne voit pas d'augmentation significative du signal EMJ. Mais clairement, on voit qu'il y a du bruit qui persiste. Mais Brunner ne pouvait pas le voir parce qu'il n'était pas conçu pour détecter ce genre de bruit. Il fallait vraiment que ce soit des bursts actifs. Mais Synode est capable, avec son détecteur de bruit qui persiste. Encore une fois, ce n'est pas parfait. Plusieurs experts auraient continué les boîtes, auraient plus ou moins mis L ou non. Le but, c'était d'essayer d'améliorer la détection pour se rapprocher des marqueurs de l'expert, mais en aucun temps, je dis qu'on est proche de l'expert. Okay? Ce n'est pas le but, mais on essayait juste d'apporter une aide supplémentaire que d'avoir uniquement Brunner. Voici une page qui est quand même avec plusieurs types d'artefacts, mais aucun, je l'ai roulé, Brunner, là, dans ce cas-là, puis il ne voyait rien. C'est certain que si j'avais baissé les seuils de Brunner, probablement qu'éventuellement, j'aurais pu détecter quelque chose ici, mais je me suis rendu compte que souvent, les techniciens, vous ne touchiez pas aux paramètres par défaut qui étaient fournis avec le rejet d'artefacts. Vous laissiez souvent tous les paramètres par défaut. Je vais vous montrer tout ce qui est détecté avec Synode. C'est un ensemble de détecteurs de plusieurs types de longueurs et tout. On voit ici que ce n'est pas tous les glitches qui sont détectés, mais c'est un glitch qui était quand même difficile à détecter parce qu'il ne va pas de haut en bas, il n'y a pas de temps de haute fréquence, c'est un peu évasé. Ceci dit, là, je vais vous découper, je vais vous montrer les mêmes pages, mais en montrant seulement ces détections-là étaient détectées par quel détecteur, juste pour vous donner une idée. Ceci dit, ça va être un peu faussé ce que je vous montre parce qu'on s'entend qu'ici, il y a une grosse variation de lignes de base. Ils ont toutes été détectés. S'il y avait aussi du bruit qui persiste par-dessus, il y a des sections qui sont détectées par les deux détecteurs. Mais ça devenait redondant, donc j'ai fait un travail pour vous montrer pas plein de fois les mêmes détections. Donc, ces détections-là vont être partagées sur un détecteur ou l'autre. Justement, pour le détecteur de bruit qui persiste, il y a cette section-là qui est plus noircie, là, ça ne paraît pas toujours, mais l'activité haute fréquence dépassait le seuil par défaut qu'on a établi. Donc, il y a ces sections-là qui ont été considérées comme des artefacts. Pour ce qui est de la variation de ligne de base, bien là, ça a été chercher toutes les longues drifts, ça a été chercher les pires artefacts oculaires sur F7 et F8.
C'est évident qu'il y en a probablement d'autres, mais ça ne dépassait pas le seuil par défaut. Puis finalement, pour les activités, le détecteur de bouffées de bruit haute fréquence, il y a quelques glitches qui ont été cherchés. Il est vraiment plus efficace si c'est un glitch très étroit. Mais ici, il y a des sections qu'on voit où c'était du bruit musculaire probablement, mais qu'en avant et après, c'était clean. Mais là, il y a juste la section qui était vraiment plus bleutée qui a été détectée. Un dernier exemple, qui est un artefact musculaire qui était quand même relativement bien détecté par Brunner. Donc ici, on voit la problématique de résolution temporelle de Brunner qui était de 4 secondes avec des sauts de 4 secondes. Donc, ça fait que parfois, ce n'est pas centré autour de la détection, puis parfois, il peut être manqué justement parce qu'il y a un saut de 4 secondes entre les deux. Donc, pour SignOut, pour cette page-là, le bus d'activité a vraiment tout été détecté partout. Puis même le Brunner est comme plus centré parce qu'il réévalue la détection à toutes les 2 secondes. Donc, ça donne une meilleure résolution temporelle. Puis, il y a d'autres sections qui ont été détectées. Là, après, c'est la même page, mais que je vous ai divisée par différents détecteurs. Mais je pense que vous avez probablement déjà bien compris là, les différents détecteurs. Bouffée d'activité haute fréquence, bruit qui persiste, puis l'artefact musculaire. Mais encore une fois, l'artefact musculaire a probablement donné partout. Sauf que si un autre détecteur a détecté aussi la même section, puis que la longueur était plus longue, je l'ai dédié à ce détecteur-là. Mais au final, ce que vous allez recevoir ultimement, ça va être juste des détections de SignOut. Donc, vous ne pourriez pas différencier nécessairement un ou l'autre, à moins que vous le vouliez. On peut garder l'étiquette des noms des détecteurs ou pas. Ça va être dépendamment de votre demande. Le dernier petit point, que je me mette là-dessus. Le dernier point que je voulais présenter avant de vraiment vous montrer comment on fait le rejet d'artefacts dans SignOut, c'était comment on avait validé notre rejet d'artefacts. On avait 2 points à valider. Le comportement de tous nos détecteurs. Est-ce que les longueurs de fenêtres choisies étaient bonnes? Est-ce que ensuite les seuils, on a décidé des seuils par défaut que vous pourriez modifier. Comme j'ai dit, j'ai l'impression que la majorité des temps, vous utilisez les détecteurs avec les seuils par défaut. Donc, on voulait avoir un bon travail sur comment bien définir les seuils. Au début, c'est évident que je roulais le détecteur, je regardais le signal EEG, puis j'essayais d'améliorer le détecteur, mais je me suis vite rendu compte que même si je voulais améliorer les détections sur un canal, une fois que je le roulais sur d'autres canaux, d'autres sujets, parfois j'avais empiré en général la détection au lieu d'améliorer. Donc, notre stratégie, ça a été de choisir une vingtaine de sujets qui sont listés ici. C'est des sujets qui proviennent de la database MAS. J'ai pris des sujets, dont la moitié ici, dont Sonia m'avait dit que le rejet d'artefacts avait été difficile. Il y avait beaucoup de détections. Et le but, c'était qu'on évaluait les détections faites par SignOut contre l'expert. Donc, j'ai pris une vingtaine d'enregistrements dont j'avais les marqueurs de l'expert. Et puis, je pouvais comparer nos détections avec ceux des experts. Ensuite, je faisais le même travail en roulant juste Brunner et l'outil Gaetan. Puis, je comparais avec l'expert. Donc, les métriques qu'on a utilisées pour évaluer nos détections, c'est la précision, c'est-à-dire le pourcentage de détection valide. Donc, dans toutes les détections faites par nos détecteurs, c'était quoi le pourcentage qui était réellement des artefacts marqués par l'expert? Le rappel, c'est un peu la sensibilité. C'est le pourcentage d'artefacts détectés. Donc, si on considère tous les marqueurs de l'expert, quel est le pourcentage qu'on a réussi à aller chercher, notre sensibilité? Le F1 score, c'est la moyenne harmonique de ces 2 valeurs. Dans le but, c'est d'avoir une valeur pour évaluer la performance de nos détecteurs. Ici, à droite, je vais vous montrer 3 graphes. Le premier, c'est la précision. Le deuxième, le rappel. Le troisième, la moyenne. L'axe des X, c'est les sujets que j'ai utilisés. Et l'axe des Y, c'est la performance. Dans le cas de la précision, si on a un 1, ça veut dire que toutes les détections qu'on a faites étaient marquées par les experts comme artefacts.
À l'inverse, 0, ça veut dire que toutes nos détections n'étaient pas marquées par les experts. Brunner, qui est en bleu, a un seul algorithme, détecte les artefacts musculaires, il a peu de détections. Donc, la majorité de ces détections étaient bel et bien marquées par les experts. La performance est super élevée, de l'ordre de 0,8 et plus. Les points, c'est la performance moyenne et les barres d'erreur, c'est l'écart type à travers les canaux du sujet. Donc, à partir de 1, la cohorte numéro 3, 1, 3 à mon temps, ils avaient beaucoup plus de canaux, d'où la barre d'erreur plus élevée. Synode est en effet moins précis que Brunner parce qu'il montre beaucoup plus de détection. En revanche, si on va sur le deuxième graphique, son rappel, sa sensibilité est supérieure. Donc, si on veut savoir si la sensibilité supérieure valait la peine pour la perte de précision, on peut regarder le F1 score, qui est la moyenne harmonique. Puis, en général, Synode, qui est orange, est supérieur à Brunner. Dans des cas où il y avait peu d'artefacts qui ne sont pas marqués par des étoiles, la différence de performance est moins significative. Ça devient plus dans des cas où il y a beaucoup d'artefacts que l'on va aller en chercher plus. Puis, un des gros problèmes en ce moment, c'est que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'artefacts marqués par l'expert sur des signaux d'amplitude très bas, brutés. Pour l'instant, on ne différencie pas. On a les mêmes seuils qui sont appliqués pour toute la nuit, puis on a seulement validé pour le stade MD. Donc, si éventuellement on décide qu'on veut aussi retirer les artefacts dans le REM et tout, on pourrait adapter les seuils. En ce moment, si j'essaie de détecter des signaux d'amplitude trop faibles, brutés, bien, le REM va être beaucoup discarté, donc c'est ça. On va continuer à améliorer le rejet d'artefacts dépendamment des besoins. Mais pour l'instant, c'est ça. Donc, je serais rendue à vous montrer comment on détecte les artefacts dans Synode. Je vais vous montrer les manipulations. Vous voyez bien la page Synode. Comme David vous a montré, vous avez votre page d'accueil ici. Moi, j'ai beaucoup plus de Recent Files and Recent Tasks. J'ai juste pas d'éditer mes listes. C'est ce que j'utilise couramment. Moi, je clique dessus. Pour avoir un nouveau rejet d'artefact, faites Tool, Open Tool, Détection, Artefact Detection. Comme David vous a montré, vous devriez arriver sur une page d'introduction. Qu'est-ce qui est fait par le rejet d'artefacts? Il y a une liste ici des différents détecteurs que je vous ai déjà mentionnés. Je vais vous porter votre attention sur la section « Sortie ». Si vous utilisez généralement, lorsque vous allez choisir vos fichiers, vous allez rouler la détection. Les nouveaux événements vont être directement ajoutés dans vos fichiers d'entrée. Si vous utilisez Natus, STLA, vous allez pouvoir réimporter votre étude, puis les détections vont être ajoutées. Si vous utilisez un EDF, il va y avoir un fichier TSV pour Tab Separated Value avec exactement les mêmes informations qu'on retrouve dans les fichiers d'accessoires de Natus et de STLA, qui est en fait les colonnes ici. Vous allez avoir une ligne par événement. Puis, vous allez avoir son groupe, son nom, son début, sa durée, les canaux. Puis, moi, j'ai rajouté le temps écoulé, mais c'est seulement parce que je trouvais ça pratique. Vous pourriez m'ignorer. Donc, il va y avoir aussi un deuxième fichier compatible avec IDF Browser. Ça va être pour les étudiants qui n'ont pas nécessairement accès aux fichiers, au logiciel Natus ou Stellate. Puis, ça va être la même information. La seule différence, c'est qu'au niveau du nom, il va avoir le nom d'événement suivi de A commercial à commercial et le nom du canal. Ça, c'est la nomenclature IDF+. Donc, ça permet à différents viewers de pouvoir l'ouvrir, dont IDF Browser. Donc, c'est une interface par étapes, comme David vous a déjà montré. Donc, ça, c'est la page d'introduction. Éventuellement, vous n'allez pas la lire. Vous allez directement à Next. Puis, là, ici, c'est le moment où vous avez ajouté vos fichiers et vous spécifiez quel canal vous voulez
faire la détection des artefacts. Vous ajoutez les fichiers, vous pouvez, tous les formats sont supportés. Moi, j'ai préparé le fichier ici EDF. Vous ouvrez. Normalement, c'est instantané, là, mais quand je partage, tout est plus long parce que je manque de mémoire. Pour voir les canaux qui sont présents dans vos fichiers, vous devez sélectionner le montage. Dans les cas de EDF, il y a un seul montage. Vous pouvez les sélectionner. Si vous voulez voir les canaux disponibles pour un sujet, vous sélectionnez le sujet, un ou l'autre. Dans le deuxième cas, il y a beaucoup plus de canaux. Dans mon cas, je voudrais sélectionner les deux pour tout voir. Pour le rejet d'artefacts, il y a deux choses que vous devez faire. Je les ai listées ici, là, mais il va y avoir un tutoriel éventuellement pour savoir comment tout manipuler ça. Vous devez spécifier les canaux EG sur lesquels vous voulez faire le rejet d'artefacts et ensuite, vous devez ajouter les canaux EMG, si vous en avez, si vous êtes intéressé, pour rendre plus sensible la détection des artefacts musculaires. Donc, c'est simple dans les cas des EDF. Vous pourriez juste filtrer EG, tout sélectionner vos canaux. Ça va dire que tous ces canaux-là vont sortir du petit module pour être lus, mais pour que vous ayez une grande flexibilité à travers tous vos sujets, c'est-à-dire vous ajoutez le tout dans les alias EEG. Ça veut dire que votre sujet est oui ou non un canal EEG. L'outil va juste vérifier est-ce que le canal que je reçois, son nom est un EEG? Oui, je le roule. Donc, ça permet de pouvoir juste ajouter tous vos canaux, puis ça va rouler oui ou non, dépendamment des sujets, si c'est disponible. Pour l'EMG, c'est la même stratégie. Idéalement, si vous voulez être très efficace, vous devriez choisir l'EMG qui est le plus représentatif pour chacun de vos sujets, qui est celui qui est clean. Mais si jamais vous ne le savez pas, puis ça va assez vite, vous pourriez juste tout choisir les EMG. C'est juste plus long à rouler, mais ça reste quand même assez rapide. Disons pour ces deux sujets-là, avec tous les canaux, c'est moins de 5 minutes. Fait que si vous partez faire quelque chose, ça va être fait. Mais là, pour l'instant, je vais moins de 5 minutes avec mon laptop local. Si vous avez de meilleures machines, ça serait sûrement plus rapide. Mais donc, ça reste facile. De toute façon, si vous pensez que tous vos EMG1, c'est les meilleurs, vous pourriez choisir toutes les EMG1. Si la détection d'un sujet est vraiment corrompue parce que le signal n'était vraiment pas beau, vous pourriez rouler juste ce sujet-là en choisissant un autre canal. Ça va être ce qui vous plaît. L'autre étape, c'est choisir. Un des détails importants, c'est qu'il faut que le rejet d'artefacts soit fait sur le même signal que vous allez utiliser pour vos recherches. Donc, si votre étude filtre les signaux en 0.3 et 100 Hz, c'est pertinent d'appliquer le même filtre, que ce soit représentatif. Si vous savez que vous avez de la corruption powerline de la ligne d'hydro, vous pourriez ajouter un notch ou pas. Tout se fait ici. Le but, c'est de limiter le signal que vous allez utiliser dans votre étude. C'est ça le plus représentatif possible. Ensuite, c'est ici qu'on choisit les détecteurs que vous voulez utiliser. Pour l'instant, je les ai toutes sélectionnées, sauf le flatline, mais vous pourriez l'ajouter. C'est juste que pour l'instant, je n'ai pas trouvé de cas que c'était utile aux séances. Si vous voulez voir plus d'informations sur un des détecteurs, il y a toutes les pages de configuration ici. Exemple, la bouffée d'activité, haute fréquence. Vous avez l'explication. Vous avez tout est déjà initialisé, mais vous pourriez tout changer si vous voulez. Donc, dans quel groupe cet événement-là va être ajouté et son nom d'événement. Puis, vous avez les seuils. Dans le cas ici de ce détecteur-là, il utilise 2 seuils. Il faut que la fenêtre, son énergie, qui est dans la bande spectrale en haut de 25 Hz, soit de plus de 8 microvolts et qu'elle soit au moins 10 fois la ligne de base. On s'attend à détecter que les bursts d'activité haute fréquence. Donc, je ne vais pas passer en détail tous les détecteurs, mais vous avez le même genre de page pour tous les détecteurs. Une fois que vous êtes prêt, vous appuyez sur Run. OK, là, je ne vais pas le rouler ici parce que ça prend moins 5 minutes, mais ici, c'est les sorties. Ça, c'est les 2 fichiers EDF que j'ai entrés. Puis, j'ai un fichier TSV qui
l'équivalent du fichier standard. Là, en fait, je vais l'ouvrir. C'est un fichier avec seulement ces colonnes-là. Il y a le groupe, le nom. Là, ici, il y avait aussi les stades, parce qu'initialement, j'avais un EDF, mais j'avais aussi un fichier accessoire pour ce cas-là qui avait les stades. Fait que j'ai juste réajouté mes événements dans mon fichier accessoire que j'avais déjà. Mais dans le cas des EDF, vous n'étiez pas obligé d'avoir un fichier accessoire. Le deuxième, il n'y en avait pas, donc il a créé un nouveau TSV. Puis lui, j'ai directement que mes artefacts qui ont été sélectionnés et qui ont été ajoutés. Donc, on voit le nom avec la durée, le début. Je vais tout fermer ça, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce qu'il y avait. Fait qu'ici, il y avait les stades, là, mais si on va plus loin, il y a tous les artefacts qui ont été rajoutés. Puis, je vous avais dit aussi qu'il allait avoir un fichier compatible EDF. Donc, je pourrais vous montrer vite fait de quoi ça a l'air, ce fichier-là, pour savoir comment on peut voir nos événements. Je peux même vous l'ouvrir pendant que l'autre essaie d'ouvrir. C'est rapide. C'est exactement le même fichier, mais comme je vous avais mentionné, le nom, il va y avoir le nom de votre artefact avec l'électrode sur lequel ça s'applique. C'est des fichiers super légers, c'est des TSV, c'est pas grave. Mais j'avais déjà un montage associé, que je vais l'ouvrir avec, ça va déjà être plus propre. Comme j'avais précisé, on a validé la détection des artefacts juste sur N2. Donc, je vais importer mes stades juste pour qu'on voit l'hypnogramme. Je vais voir le 54. Je vais juste générer mon hypnogramme pour qu'on ait une idée d'où on est. Fait que, on peut regarder. Je vais importer nos artefacts. Ça ici, il fallait assister à l'autre cours pour savoir comment placer les settings. Si vous avez des questions, je vous répondrai après. J'ai ouvert 54, donc je vais importer le fichier que j'ai généré. Donc, au début, il y a beaucoup d'artefacts, c'est normal, mais disons qu'on va dans une section. Comme ça, ici, c'est un signal qui est très faible amplitude. C'est probablement un qui n'a pas une bonne performance. Hein. Et ça, mettons, on est à 3,29,51. Je peux aller dans ma liste, trouver des sections. Ici, on voit que c'est tout du 2. Là. Fait que je peux regarder comme s'il y a des grosses variations, s'il y a un burst qui est détecté. Fait que le but, c'est juste comme s'il y a une variation de ligne de base. Le but, c'est que vous avez toutes vos détections à droite. Vous pouvez naviguer dedans, vous pouvez naviguer dans votre feuille. Ça vous permet de visualiser les détections qui ont été faites dans SignOut si jamais vous ne voulez pas ouvrir Stellate ou Prometheus. Donc, pour moi, ça ferait le tour. Est-ce que je peux redonner la parole à David ou Didier? Mais Karine, j'ai une petite question. Si j'étais technicienne ou une étudiante qui devait faire du rejet d'artefacts sur une grosse cohorte en ce moment, là, ma question, ce serait est-ce qu'on peut l'utiliser maintenant? Est-ce que si j'ai des fichiers Netus ou Harmony, SignOut est capable de les lire? Ouais. Je peux faire le rejet d'artefacts, puis après ça, je peux les réouvrir dans Netus ou dans Harmony? Oui, ça marche. Mais, ouais. La seule affaire, c'est que je ne sais pas comment ils vont. C'est des détails qui restent. Là. Pour l'instant, les noms des détecteurs, c'est comme ça. Là, fait que tout est séparé. Je sais que, mettons, pour Hélène, elle aimait mieux avoir genre juste artefact. Là. Je ne veux pas savoir c'est quel détecteur qui me générait telle affaire. Fait que j'avais modifié ça. C'est des détails. Là, c'est juste savoir qu'est-ce que vous aimeriez, mais tout est en place. Là. Donc, ça, c'est peut-être la première chose que je voulais savoir. Puis, je me disais qu'il faudrait éventuellement tester à quel point étant donné que le rejet d'artefacts est beaucoup mieux qu'avec un seul détecteur qui était celui qu'on utilisait avant, Brunner, à quel point le fait de repasser sur les tracés pour aller enlever tout, là, vous allez peut-être trouver que ma question n'a pas d'allure, là, mais à quel point ça change vraiment les résultats. C'est le travail de quelqu'un qui va aller visuellement inspecter après le tracé. Est-ce que le rejet d'artefacts est suffisamment bon? Puis même s'il en restait un peu,
est-ce que ça modifie nos résultats d'analyse spectrale ou de détection de fuseaux ou d'ondes lentes? Je serais curieuse de savoir à quel point ça... Puis probablement que ça varie beaucoup d'un sujet à l'autre. Parfois, on est bon pour détecter, le logiciel Synode est bon pour détecter les artefacts. Des fois, il l'est moins pour certains sujets, mais je serais curieuse de savoir ça, à quel point ce serait analysable comme ça, puis à quel point ça change les résultats, le fait d'avoir inspecté visuellement ou pas. Il y a aussi qu'avant, les techniciens, j'imagine, qui étaient plus habitués d'ajouter des détections. Maintenant, on va falloir en enlever aussi. Il y a des faux positifs. C'est le coût d'avoir une meilleure sensibilité. Oui. Puis il y avait la question à savoir si ça avait été validé chez les enfants. Là. On ne l'a pas fait parce qu'on a utilisé une banque de données qui est associée à un projet où on avait prévu faire ce genre de développement méthodologique-là. Donc, c'était au niveau éthique, c'était tout approuvé. Je pense que ce serait facile de pouvoir faire ça aussi chez les enfants, puis voir si on obtient la même performance. Si j'ai accès à des marqueurs, ça, mettons, le rejet a déjà été fait, je sais quel électrode a été fait. Pour moi, j'ai déjà, mon outil pour évaluer les performances, c'est un JSON. J'ai déjà un process qui est à moi, qu'on ne va pas partager, mais qui est tout déjà fait. Donc, ça serait simple pour moi. Si j'ai les marqueurs, je peux facilement sortir la performance de nos détections. C'est super, merci. All right, parfait. Bon, je vais continuer avec la présentation. Je vais partager ça. OK. Donc, jusqu'à présent, ce qu'on vous a montré, c'est les outils qui sont standardisés. Les outils standards, les outils que les techniciens utilisent pour faire les analyses du sommeil. Et puis, c'est les mêmes similaires aux outils qu'on avait précédemment avec les applications de Gaëtan. Par contre, comme je disais au début de la présentation, ce qu'on veut aussi, c'est d'être capable d'intégrer les nouveaux développements et puis d'intégrer aussi les développements qui sont faits lorsqu'on fait une étude, lorsqu'on est en train de faire notre étude puis qu'on a besoin de faire un nouveau script, on a besoin de faire une nouvelle analyse. Les outils standardisés ne répondent pas à nos besoins parce que c'est plus particulier, c'est plus spécifique qu'on a besoin de faire. Donc, comment ça va fonctionner dans le contexte de notre nouvelle application? Donc, c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Donc, rassurez-vous, chercheurs et étudiants, c'est une collaboration. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va le faire ensemble. On va s'asseoir, on va prendre le temps de regarder ce que vous avez besoin, ce que vous avez besoin en termes d'analyse, et puis on va tout mettre ça ensemble. On va travailler ensemble pour mettre ça en place. OK? Donc, ce ne sera pas long. Donc, la première chose qui est importante à savoir, je vais sortir de là. Okay. La première chose qui est importante à savoir au niveau de notre application, c'est que ce qu'on vous a montré, le système d'étape par étape, c'est seulement l'interface utilisateur. Derrière chacun de ces outils-là se cache un procédé. Dans ce cas-ci, là, je suis en train de vous montrer l'outil des morceaux de sommeil. Et le procédé qui se cache derrière est composé de 2 modules. Un premier module ici à gauche, il s'appelle PSG Reader. C'est le module qui nous permet de lire des fichiers EDF, lire des fichiers d'Intus et Harmonie. Et la façon qu'on regarde les modules, là, à gauche, vous avez les informations d'entrée, soit les paramètres d'entrée ou bien les données d'entrée. Et à droite, vous avez les données en sortie. Et puis, lorsqu'on les connecte ensemble comme ça, on crée un procédé. Lorsqu'on va exécuter le procédé, bien, le premier module à gauche va s'exécuter, il va lire les fichiers. Et puis, dans ce cas-ci, ce qu'il va faire, c'est qu'une fois que le fichier est lu, il va envoyer les étapes de sommeil, les stades de sommeil à l'autre module qui va effectuer son analyse. Donc là, dans ce cas-ci, c'est extrêmement simple, mais un que j'aime beaucoup regarder, c'est la détection des artefacts que Karine a fait. Parce que si, encore une fois, on a l'interface étape par étape qui est ici, mais si on va regarder derrière, on peut voir sous le capot, c'est quoi qui se passe. Et comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus complexe comme procédé derrière. Mais une chose qui est intéressante à ça, c'est que maintenant, nos outils standardisés, ce n'est plus des boîtes noires. On est capable de regarder derrière pour se donner une idée, si on est curieux, comment ça fonctionne. Donc, si je zoome un petit peu ici,
par exemple, on voit que le premier, ça ne sera pas long, le premier module, c'est le même module de tantôt qui permet de lire des fichiers. Ensuite, on peut voir que, une fois que le fichier est lu, il y a le signal qui est envoyé à 3 modules différents. Donc là, on pourrait suivre le chemin des données qui se promènent de module en module. Donc ici, c'est pour faire la différence entre les signaux EEG et les signaux EMG. Donc les signaux EEG sont traités ici. Puis là, on voit qu'après ça, on a un module de signal qui permet de filtrer le signal. Donc, je vais faire une petite mise en situation pour vous montrer comment que le process va fonctionner, comment on va faire pour mettre ça en place pour vos études que vous êtes en train de faire, puis vos nouveaux projets. Donc, la première étape à faire, c'est de créer un nouveau procédé. Donc là, on a créé un nouveau procédé. Je vais juste, ce sera pas long. Ah, OK. Je vais juste trouver le centre. Petit détail. OK. Donc, on va faire comme si on voulait créer la détection de Brunner que Karine vous parlait. Donc, on part de rien. On a notre application. Vous me dites, ah, OK, bien, pour ma nouvelle étude, je voudrais faire une détection de Brunner. On fait semblant qu'elle n'est pas encore implémentée dans notre application, puis on va voir comment ça fonctionne. Donc, à droite ici, ce que vous avez, c'est une liste des modules qu'on a développés. Donc, présentement, on en a une bonne quarantaine de modules qui font un paquet d'affaires différents. Et puis, là, ce que je veux, c'est on va lire un fichier PSG. Fichier PSG, c'est Netus Harmony ou EDF, première chose. On sait que dans la détection d'artefacts de Brunner, la première étape, c'est de faire un filtre. Donc, on va utiliser un module de filtre ici. Deuxième étape, c'est de faire du resampling, un rééchantillonnage à 64 Hz. Ensuite, on applique une transformée de Fourier dessus. La transformée de Fourier, elle va être pluguée dans un détecteur, comme ça ici, un à la suite de l'autre. Et puis, à la toute fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer les fichiers dans un fichier TSV. On va enregistrer les événements détectés dans un fichier TSV pour pouvoir les regarder. Donc, ils sont tous en place. Ce qui me reste à faire, c'est 2 choses. Un, les interconnecter. Donc, la sortie de un devient l'entrée de l'autre. La sortie du filtrage devient l'entrée de l'échantillonnage, ainsi de suite jusqu'à la fin. Le module de Short Time Fourier Transform, ce qui va ressortir, c'est un PSD, c'est un Power Spectral Density, qui va être connecté au détecteur. Et puis, les nouveaux événements vont être donnés au module qui permet d'écrire. Donc là, je ne vais pas faire... Ah oui, pour le paramétrage. Donc, chacun de ces modules-là, maintenant, ils ont été instanciés sans être paramétrés, mais je peux aussi les paramétrer parce qu'évidemment, lorsqu'on applique un filtre, bien, il faut dire le filtre ressemble à quoi. Donc, ce qu'on peut faire, c'est double-cliquer sur un module et là, il y a une nouvelle fenêtre qui nous apparaît, qui nous permet de changer les paramètres de ce module-là. Dans le cas du filtre, du module du filtre, bon, ben, on a une interface qui nous demande c'est quoi la réponse fréquentielle de notre filtre. On peut changer les fréquences de coupure, on peut changer l'ordre du filtre, on peut changer le type du filtre, soit infini, réponse infinie ou réponse fixe. Et puis, donc, on peut le configurer. Une fois qu'on est satisfait, on pèse sur Apply. Et puis, chacun des modules comme ça peut être configuré. Si je m'en vais dans le resampling, ben, c'est très simple. Dans ce cas-ci, c'est juste de donner le taux d'échantillonnage qu'on souhaite avoir. Dans notre cas, ça va être 64. Et jusqu'à la fin. Mais là, je ne vais pas faire la configuration manuelle de tout ça parce que ça va être un petit peu trop long. Fait qu'après, ce que je vais faire, c'est que je vais en ouvrir un qui a déjà été fait comme ça, que j'ai fait avant la présentation. Donc, on va ouvrir un process qu'on a déjà fait, process Brunner ici, et il est comme ça. Donc, ce fichier-là que j'ai chargé, c'est un fichier qui représente ce nouveau procédé-là. Donc, je répète que ce procédé-là n'est pas associé à aucun des outils qu'on a, c'est vraiment à part. C'est parce qu'on est en train de développer une nouvelle étude qu'on est en train de mettre ça en place. Donc, on a chargé le fichier. Là, vous pouvez voir en haut qu'il y a un nouveau module qui est apparu, qui s'appelle le String Manipulation. String, c'est le terme qu'on utilise en programmation pour parler de chaîne de caractères. Donc, c'est une manipulation de chaîne de caractères. Son utilité est très simple. Lorsqu'on lit un fichier, le nom du fichier qui va sortir ici, on va prendre le nom du fichier et on va rajouter un suffixe qui est _event.tsv. Et puis après ça, cette nouvelle chaîne de caractères-là va être envoyée au dernier module à la fin pour écrire ce nouveau fichier-là. Maintenant, notre détection de Brunner, elle est faite. On veut la tester. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer le tout premier ici, qui nous permet de lire. Donc, on double-clique dessus. Et
vous pouvez remarquer que c'est exactement la même interface que Karine vous a montré dans l'outil de détection des artefacts. Parce qu'on est capable de réutiliser nos interfaces de configuration des modules dans l'interface, dans le système étape par étape, ce qui nous sauve beaucoup de temps de développement, de pouvoir réutiliser ces modules, ces interfaces-là. Donc, je vais rajouter un fichier. Encore une fois, on va aller chercher le fichier Harmony ici. Et rajoute. On va choisir sur quel montage qu'on veut faire notre détection et on va juste prendre un canal sur lequel on va détecter nos artefacts. On applique. Maintenant, il est configuré. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est Run, ici comme ça. Et puis là, là, ce que vous voyez, les petits points, il y a des petits points verts, des petits points jaunes. Les petits points verts, ça veut dire que c'est en train d'être exécuté. Les petits points jaunes, ça veut dire que c'est en train d'être exécuté. Un point vert, ça veut dire que ça a fini d'exécuter. Et puis un point rouge, ça veut dire qu'il y a eu une erreur. Dans ce cas-ci, il n'y a pas eu d'erreur. Il nous indique comme quoi que le procédé a été complété. OK? Et puis aussi, auparavant, là, il a sorti, il a ouvert l'explorateur de fichiers pour nous montrer la sortie. Donc, on peut voir, comme qu'on avait placé ici, le underscore event.tsv. Il a créé un nouveau fichier TSV qui a le même nom que le fichier initial. C'est juste qu'on a rajouté un suffixe à la fin, ainsi qu'on a changé l'extension. Est-ce que je peux juste ajouter un mini point? Oui. En fait, si je vous avais dit que quand on faisait la détection, les détections étaient directement ajoutées dans ce cas-ci, ça aurait été le STS. C'est vrai, c'est juste que dans le process que David vient d'écrire, c'est qu'il a écrit juste à la fin un TSV Writer. Mais s'il y avait, au lieu de TSV Writer, il aurait pris PHG Writer, il aurait pu prendre son fichier, puis les événements auraient été directement ajoutés dans le STS. Donc, c'est juste pour vous rassurer que vous n'êtes pas obligé de gérer les TSV si vous n'avez pas le goût. Si vous voulez rester avec Netus et Harmony, ça va être fait comme il faut. Voilà tout. Oui, bien, merci Karine, c'est un très bon point. Puis, comme que je vous montre en ce moment, je pourrais très bien avoir maintenant un procédé qui génère les deux, tout simplement. Donc, j'ai rajouté le module PHG Writer qui prend aussi un autre fichier. Bien là, je pourrais changer de nom de fichier pour pas que s'écrase un l'autre. Donc, finalement, ça ne serait pas connecté là. On va l'enlever. Donc, j'aurais une autre je pourrais même les... C'est l'entrée. Oui, l'entrée, je pourrais même dire... mais tu peux prendre file name de ton PSG Reader. Oui. Mais bon, tout ça, c'est un détail. Donc, je pourrais faire ça. Je pourrais rajouter un nouveau module pour sortir. Puis ça, c'est une des choses où je voulais en venir par rapport à ça, c'est qu'une fois que ton procédé est fait, tu sais, des fois, tu veux essayer d'autres paramètres. Là, tu n'es pas trop sûr, OK, c'est quoi le meilleur paramètre qu'on veut utiliser pour un certain module pour faire notre analyse? Mais, par exemple, si je veux changer les paramètres de la détection, puis je vais en essayer plusieurs, bien, ce que je peux faire, c'est aller dans mon module, dans la librairie de modules ici, prendre le détecteur, puis juste le dupliquer, puis d'en rajouter d'autres. Puis là, comme ça, j'en ai 3. Je vais juste leur brancher. Et maintenant, puis je vais changer les paramètres ici, différents du premier. Puis là, à la fin, je pourrais mettre des petites boîtes de TSV Writer pour créer des nouveaux fichiers. Je branche les événements dedans. Et puis, lorsque je vais exécuter ce procédé maintenant, je vais avoir 3 fichiers qui vont être générés avec les 3 kits de paramètres différents, ce qui va me permettre de les comparer. Une fois que je suis satisfait, bon, ben, j'ai plus besoin de faire mes comparaisons. Je peux les enlever. Et voici mon procédé, comme ça, il est complété. Donc, là, dorénavant, grâce à Synode, lorsque vous allez avoir une nouvelle étude à faire et que vous voulez créer un nouveau module ou bien créer juste un nouveau procédé, on va utiliser Synode pour les mettre en place. Puis une fois que, un des gros avantages de le faire comme ça, puis un exemple concret qu'on a eu récemment avec un des étudiants, Jean-Marc Samuel Poulain, qui a fait sa maîtrise, son projet de maîtrise, c'était le rejet d'artefacts oculaires. Donc, il a utilisé Synode pour le faire. Au lieu de faire de son côté en Python un script qui fait toute la job, on lui a montré l'application. Et puis lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé plusieurs nouveaux modules. Puis ça, c'est un étudiant en ingénierie, là, donc c'est un développeur. Donc, pour son projet de maîtrise, il a créé plusieurs nouveaux modules, comme par exemple les modules d'ICA pour faire la décomposition en ICA. Il a aussi créé des nouveaux modules statistiques pour calculer l'information mutuelle entre 2 signaux.
Donc ça, c'est lui au travers de son projet qui a créé ces modules-là. De son côté, il a créé ses propres procédés pour faire son analyse. Mais le gros avantage, bien, il y en a plusieurs, mais deux des gros avantages, c'est que, un, ça le force à créer des fonctions qui sont modulaires et donc réutilisables. Et puis, nous, l'avantage, bon, c'est que maintenant qu'on a ces modules-là, on peut les utiliser dans d'autres projets. C'est facile maintenant de les utiliser dans notre projet. Donc, c'est un gros aspect très positif de ce système-là. L'autre aspect avantageux, c'est que juste à regarder ça comme ça, c'est assez facile de savoir qu'est-ce qui se passe. Je viens de faire une détection de bruneur, je n'ai pas écrit une seule ligne de code. Je peux vous le montrer, on peut en parler, puis vous allez, d'un coup d'œil, vous savez que, OK, on a un fichier, il y a un filtre qui est appliqué, il y a un resampling, il y a une transformée de Fourier, puis un détecteur qui est basé sur l'analyse spectrale qui est utilisée. Donc, c'est très facile à voir qu'est-ce que le système fait d'un seul coup d'œil. Vous pourriez faire une copie de cette image-là et puis l'utiliser dans vos documents additionnels si vous publiez un article, document additionnel pour renseigner, pour documenter votre méthodologie. Vous pourriez utiliser cette image-là directement pour la documenter. Donc, c'est très pratique. Un autre élément que je voudrais vous montrer, lorsqu'on est en train de travailler, on est en train de trouver un nouveau procédé, puis on se demande, bon, qu'est-ce qui se passe exactement dans chacune des boîtes? Une fois que le procédé est roulé une première fois, on peut double-cliquer dessus encore une fois. Puis, il y a un onglet Result dans la plupart des modules qu'on peut regarder. Donc là, je suis dedans le module filtrage de signal. Et puis, ce qu'on peut voir dans l'onglet Result, c'est une superposition des deux signaux. Premier signal en entrée et le signal qui est filtré. Je peux faire un zoom dessus, aller voir en détail. Ah, effectivement, mon module qui vient de faire le filtrage a bien pris mon signal et il a appliqué le fil dessus parce qu'on peut bien voir qu'il y a un filtre passe-bas qui était coupe-bound, mais principalement passe-bas, qui était appliqué à mon signal. Donc, on peut se promener comme ça dans le procédé et regarder un peu plus en détail c'est quoi ça fait. Je pourrais ouvrir la transformée de Fourier et aller regarder, par exemple, le spectrogramme de ma nuit au complet qui apparaît ici à gauche. Là, le visuel, il reste encore un peu à travailler. C'est encore un petit peu rough. Ça va s'améliorer avec le temps. Mais quand même, c'est pour donner l'idée qu'on est capable d'inspecter plus en détail qu'est-ce qui s'est passé dans notre procédé. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Un des autres gros avantages aussi par rapport à ça, c'est, bon, vous êtes en train de travailler avec un collaborateur, les deux, vous avez l'application de votre côté, vous travaillez sur un procédé, là, vous dites, hey, j'ai terminé mon procédé, tu veux-tu le voir, veux-tu l'essayer? Eh bien, tout ce que vous avez à faire pour le partager, c'est on sauvegarde, on sauvegarde le procédé. C'est des fichiers, là, je vais l'appeler. Bon, j'en avais déjà un qui s'appelait Bruneur. Je pourrais l'appeler. Ah, j'ai fait des modifications. Tu peux-tu regarder de ton côté à quoi ça fonctionne bien? Bruneur.json2. Fichier JSON en passant, c'est juste un fichier texte, un format textuel là, qui représente chacune des petites boîtes, puis c'est quoi les interconnexions, puis c'est quoi les paramètres. Donc, c'est un fichier texte super simple. Et puis là, l'autre personne de l'autre côté va prendre son application Synode. On va faire comme s'il n'y avait rien. OK. A reçu le fichier JSON par courriel. Elle va l'ouvrir, JSON2, et voilà. Et maintenant, votre nouveau procédé que vous venez de créer, vous venez de l'envoyer à votre partenaire, à votre étudiant, à votre collaborateur, à votre reviewer. Lui est capable de le loader et puis il est capable de le configurer avec ses propres fichiers. On va enlever celle-là pour tester le procédé, mais de son côté avec ses propres fichiers ou avec vos fichiers, dépendamment de la situation. Donc, pour l'aspect distribution et collaboration, là, je vais sortir ça ici. Excusez-moi, ce ne sera pas long. Oups. On va y aller. Donc, pour la collaboration entre les chercheurs, très simple. Première étape, on crée le nouveau procédé qu'on est en train de travailler, on le transforme en fichier JSON, on l'envoie sur le web, l'autre personne prend le fichier JSON, l'importe dans l'application et voilà, vous venez de transférer
tout votre système d'analyse à votre collègue. Ben, du moins, une partie de votre système d'analyse à votre collègue. Et le dernier point que je voulais parler, c'était l'utilisation des superordinateurs. Ceux qui ont utilisé les clusters qui sont disponibles par Compute Canada ou CBrain, par exemple, vous savez probablement que ça fonctionne par ligne de commande. Donc, les logiciels, pour que ça fonctionne là-dessus, doivent fonctionner par ligne de commande. On ne peut pas utiliser d'interface utilisateur. Donc, la façon qu'on a construit notre logiciel, il est vraiment en deux sections. Tu as un côté interface utilisateur qui est ici, qui contient le système étape par étape, ainsi que le visuel du procédé avec les petites boîtes et les petites lignes. Mais lorsque on appuie sur le bouton Run, c'est converti automatiquement en fichier JSON. Oups, excusez-moi, c'est pas bonne. OK. C'est converti en fichier JSON qui, lui, est envoyé à l'engin interne pour être exécuté. Ce que ça veut dire, c'est que sur les superordinateurs, ce qu'on est capable de faire, c'est d'installer l'application seulement pour avoir cette partie-là et non pas avoir l'interface utilisateur. Donc, ce que vous allez faire en ligne de commande, ça va être sign out et puis le paramètre, ça va être le fichier JSON que vous exécutez. Et puis, de cette façon-là, notre application va être capable de fonctionner sur les clusters de Compute Canada ou bien les clusters qu'on va avoir localement et autres superordinateurs. Dernier point. Puis, pour moi, c'est super particulièrement important. Les modules qu'on vous a montrés, on les a développés dans le contexte du CAMS, dans le contexte de l'analyse des nuits de sommeil. Mais ces modules-là, ça peut être pas mal n'importe quoi. On peut développer n'importe quel genre de module avec ça. On peut avoir des modules, par exemple, qui sont capables d'interroger une base de données. Donc, en paramètre d'entrée, on aurait le nom et puis le password, par exemple, avec l'adresse de la base de données. On pourrait avoir des modules qui interrogent des serveurs web sur Internet pour aller chercher d'autres informations. On pourrait avoir des modules qui font de la manipulation de fichiers, qui prennent un paquet de fichiers, qui les renomment, qui les déplacent dans un autre répertoire. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ces modules-là. Donc, si vous avez quelque chose que vous êtes toujours en train de faire, continuellement, manuellement, déplacer des fichiers, les renommer, toute une gestion de pré-processing que vous faites qui est particulièrement pénible parce que vous avez une grosse cohorte, parlez-nous-en, on est probablement capable d'automatiser ça avec un nouveau procédé. On va faire les modules, puis on va vous donner le procédé, parce que vous avez juste besoin de rouler le petit procédé. On ouvre le fichier JSON, on roule le procédé, puis ça va le faire, puis ça va vous aider à accomplir vos tâches. Donc, soyez imaginatifs là, dans les modules, puis plus le temps va avancer aussi, plus on va en avoir beaucoup, et puis plus on va être capable de faire beaucoup de choses avec. Donc, dernier résumé, grâce à de nouvelles applications, qu'est-ce qu'on a? On a une application qui est multiplateforme, Windows, Linux, Mac. On a des outils standardisés qu'on est capable d'intégrer, qui sont simples à utiliser avec une interface étape par étape. On est capable de lire nativement les fichiers EDF, Harmony et Letus. On a tout le concept du procédé qui est modulaire et extensible, qui va nous permettre d'accomplir pas mal n'importe quoi dans le futur. On a une façon de partager nos méthodes d'analyse avec les fichiers JSON que vous pouvez transférer d'une personne à l'autre facilement. Et on a une application qui est compatible avec les superordinateurs. Donc, c'est tout pour la présentation. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas maintenant ou après par courriel. Et puis, ça va nous faire un grand plaisir de répondre à vos interrogations.